C'est-à-dire que Le Petit Ballon a réussi à émerger en tant que marque, c'est-à-dire avec un positionnement, avec un ton, avec un discours, avec une mission. Et ça, il y a très peu de marques digitales qui réussissent ça. Et moi, j'adore le marketing des marques. Et j'ai vu le plaisir qu'elle amenait. Et je me suis dit, là, il y a un vrai truc. J'ai demandé un certain nombre de chiffres. C'est le NPS. C'est est-ce que les clients ils sont contents ou pas contents de cette marque. Et il se trouve que cette marque, Le Petit Ballon, elle a un NPS de plus de 60. Et donc ça, pour moi, c'est une base de départ pour faire quelque chose de plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. À consommer avec modération, c'est le disclaimer de circonstance pour aborder le thème de notre épisode. Et effectivement, nous allons parler vin, mais pas en tant que sommelier. Nous allons aborder le sujet du business model de l'abonnement. En effet, notre invité propose sur son site de souscrire un abonnement mensuel pour recevoir à domicile des bouteilles de vin. Vous l'avez compris, j'ai le grand plaisir de recevoir Gilles Raison, le CEO de la marque qui cartonne de plus en plus, Le Petit Ballon. Gilles, c'est la seconde fois que tu passes derrière mon micro. La première, c'était il y a 1 an dans l'épisode 138. À l'époque, tu dirigeais monmarché.fr, mais voilà, entre-temps, tu as changé d'entreprise et je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Avec toi, nous allons aborder et parler du marché du vin, de l'évolution de sa consommation, de sa distribution. Pour rappel, selon une étude Kantar pour RTL, les individus entre 18 et 35 ans s'intéressent moins au vin que leurs aînés, puisque leur consommation a baissé de 7% en 10 ans, contre seulement 1% pour les seniors. Ensuite, nous abordons la proposition de valeur du Petit Ballon et ainsi comprendre la singularité avec laquelle vous adressez le marché. Nous conclurons par le sujet de la relation client et pour être client justement du Petit Ballon, je peux témoigner de la qualité que vous accordez à ce sujet. Nous parlerons donc CRM, data, acquisition, fidélisation. Mais avant de commencer, Gilles, peux-tu te présenter ou devrais-je dire te représenter en quelques mots ? Merci Cyril de me réinviter dans les Digital Doers. Donc j'ai désormais 1 an de plus, donc 49 ans. Je m'appelle toujours Gilles Raison. J'ai toujours 3 filles, mais qui ont également désormais entre 10 et 20 ans. Et je dirige donc Le Petit Ballon depuis à peu près 6-7 mois. Après un parcours de plus de 20 ans dans le digital, puisque j'ai même commencé le digital avant Google, en 1996, par un premier site internet qui était celui de Princesse Tam Tam, avant de créer et puis d'avoir tout un parcours. T'es plutôt commercial, ingénieur. Je te repose un peu les questions pour ceux qui... Je suis plutôt école de commerce. Voilà. Et puis ensuite, je suis tombé dans la marmite du e-commerce très très vite. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donne à tous les jeunes que je crois, c'est de prendre les vagues au début, parce que du coup, on a toujours un petit coup d'avance sur le marché. C'est quoi la vague là qu'il faut prendre? C'est celle de l'IA? Je pense que celle de l'IA est clairement importante, celle de l'économie décarbonée. Je pense qu'il y a deux énormes vagues devant nous et je pense que les jeunes doivent y aller et devenir effectivement des experts de ces domaines. Moi, je dirais à ma fille d'écouter, elle est en train de passer les concours des écoles de commerce. Ça l'intéressera d'avoir un avis différent de celui de son père.
Tu as rapidement ton parcours, il s'est inscrit dans le digital, tu viens de le dire, dans le e-commerce de façon prématurée par rapport à la moyenne peut-être de ceux qui nous écoutent. Bon, t'es presque un dinosaure. Je m'associe à toi, hein, on a à peu près le même âge et on a commencé à peu près en même temps. Tu peux nous rappeler globalement les grandes étapes qui ont structuré ton parcours ? Bien sûr, oui. Donc j'ai commencé chez Princess Tam Tam, donc une marque de lingerie et maillot de bain sur lequel justement j'ai fait les premières initiatives e-commerce en France. Hein, c'était des toutes premières en 96. J'ai créé en 2000 rochecollection.com, site de vente privée de vêtements qui vendait des très très belles marques, hein, Zadig & Voltaire, Paul & Joe, Vanessa Bruno, avant même qu'elle soit très connue quelques années plus tard. Revendu à la Redoute. Ensuite, je suis resté dans le groupe Kering pendant plus de 8 ans à différents postes. Justement, je me suis occupé de Citadium, de Made in Sport, qui faisait toutes les boutiques des clubs de foot et des événements sportifs comme Roland-Garros, le Tour de France par exemple. Un passage chez Wonderbox pour digitaliser les coffrets cadeaux et travailler notamment sur tout le concept de voucher électronique pour toutes ces activités. Et puis ensuite, j'ai été appelé par Amazon et je me suis dit, quand on fait de l'e-commerce depuis plus de 10 ans, c'est intéressant d'aller voir le leader et plutôt que finalement de s'en inspirer, de savoir quelles étaient les vraies recettes du succès d'Amazon. Et donc j'ai lancé les catégories chaussures, accessoires et je me suis occupé un petit peu des vêtements. J'ai été chez Amazon entre 2011 et 2015. Donc une vraie expérience, on apprend un certain nombre de choses, ça reset énormément de croyances. De manière de faire aussi. On pourra y revenir si c'est quoi, par exemple ? Tu souhaites. Alors, par exemple, ce qu'on appelle l'orientation client. C'est-à-dire quand une boîte dit qu'elle est client-centric, et tout le monde le dit, personne ne le fait. En fait. Ouais, on est d'accord. Et Amazon le fait vraiment. Je sais pas, si on prend un exemple concret, c'est aucune boîte de retail ne rentre des stocks le 30 et le 31 décembre, par exemple, pour améliorer son bilan. Chez Amazon, il y a zéro problème, tu rentres des stocks le 30 ou le 31 décembre, même si ça dégrade ton PNL le 31-12. C'est pas un problème, ça. Mais des exemples comme ça... Tu veux dire, il faut que le stock soit là pour servir l'intérêt du consommateur, absolument, indépendamment du PNL. Que ce soit le 31 décembre, le 1er janvier, donc, aucun souci là-dessus. Et puis, énormément de décisions qui sont prises plutôt au profit du client que du compte de résultat. L'exemple concret, c'est les marges. Hein. Je te prends un exemple concret. Tu as acheté 1000 paires de Converse blanches, tu en as vendu 99%, il t'en reste 1% de tes paires, donc tu n'as pas forcément intérêt à baisser le prix, puisque en fait, tu es en train d'aller à 100% d'écoulement. Un concurrent baisse le prix de 5 €, Amazon baisse le prix de 5 €. Donc en fait, il ne maximise pas la marge du 1% restant, il va baisser le prix parce que l'image consommateur et la confiance est plus importante que de maximiser la marge. Et ça, c'est vrai que c'est un raisonnement qui est différent de la plupart des retailers traditionnels. Ok, donc tu restes chez Amazon, comme tu dis, tu fais un reset des convictions peut-être que tu avais sur un certain nombre de fonctionnements, tu apprends probablement aussi des nouvelles règles, des nouveaux cas. Tu quittes Amazon en 2015 pour aller chez Allo Resto, donc, qui est à ce moment-là le leader français de la livraison de repas sur Internet, sur lequel on vit là une époque de croissance très très importante sur ce marché-là, puisque quand j'arrive, c'est à peu près 70 millions de volume d'affaires, et quand j'en pars 5 ans plus tard, c'est à peu près 200 millions de volume d'affaires, donc quelque chose d'important, énorme, ouais. Mais avec des concurrents qui sont arrivés sur un marché connexe, qui est celui de la livraison avec des auto-entrepreneurs, qui c'est un marché qui s'est ajouté au marché de la marketplace de restaurants qui eux-mêmes font la livraison, et les deux marchés fusionnent à un moment, et avec des moyens déployés par Uber Eats qui sont colossaux à un moment, et tu as reçu dans l'épisode précédent une personne qui a participé à ça et qui raconte bien comment à un moment Uber Eats décide par exemple de sponsoriser la Ligue de football, l'Olympique de Marseille, plus signer un contrat McDonald's totalement déficitaire. Tu parles de Morgan et voilà, le fondateur de Bibs, hein, effectivement, qui raconte son expérience chez Uber Eats et qui explique ça. Et voilà, et effectivement, donc très intéressant, ou des logiques un peu différentes, où moi, mon mandat, ma mission,
chez Just Eat, c'est de la croissance rentable. Donc c'est de dire, c'est une boîte qui est rentable. Oui, Allo Resto qui devient voilà, Just Eat. Allo Resto devient Just Eat. Il ne faut pas la déstabiliser en rentabilité, ce qui veut dire qu'il faut maintenir un poids de la marketplace très fort par rapport au delivery. Parce que le delivery, donc j'assure la livraison avec des salariés ou des auto-entrepreneurs, c'est un marché qui d'ailleurs reste aujourd'hui peu rentable, voire pas rentable du tout. Parce que les paniers moyens sont faibles et les coûts sont élevés. C'est-à-dire que quand Uber Eats signe un contrat avec McDonald's à un pourcentage qui est 2 fois en dessous de son pourcentage habituel, chaque commande, c'est quelques euros de perdus. Donc à partir de là, c'est un investissement de recrutement de clients qui a plutôt extrêmement bien marché pour recruter des clients, mais par contre qui est une phase d'entreprise sur laquelle on accepte l'idée de perdre des millions pour acquérir une position. Et ce qui n'était pas mon mandat, moi, chez Just Eat. Et tu avais réussi à maintenir une forme de rentabilité ? Absolument. Ouais. Et ça, c'était lié au fait que Just Eat était en bourse à Londres et avait ce qu'on appelle une equity story, c'est-à-dire qu'elle avait raconté une histoire à la bourse qui était vraie, qui était on va faire de la croissance rentable. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est intéressant dans l'économie, c'est que quand une boîte est en bourse versus une boîte qui est en private equity, c'est-à-dire qui ne doit pas... qui a levé des fonds, quoi. Voilà, qui a levé des fonds. Souvent, la boîte qui est en private equity, finalement, a plus les mains libres pour aller chercher de la part de marché, parce qu'elle n'a pas raconté une histoire au marché de rentabilité. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de marchés. Hein. Alors, il est arrivé que des boîtes rentrent en bourse, parce que Uber, après, rentre en bourse, en racontant aussi une histoire d'investissement très profond qui dure longtemps. Donc ça, c'est plutôt rare dans l'histoire. Mais très souvent, parce que je constate, c'est que le private equity, finalement, permet plus de flexibilité que la bourse. Juste avant que tu ne continues, j'aimerais avoir ton point de vue sur justement ce qu'on appelle aujourd'hui le quick commerce, la livraison rapide de courses, qui vient se mélanger avec la livraison de plats à domicile. On voit Uber Eats, pour citer celui que tu viens de citer, faire les deux. On voyait beaucoup de livreurs à vélo, pour la plupart, il y a encore 6-12 mois, évidemment pendant la période du Covid, c'est là où on en voyait le plus. Et là, j'ai le sentiment, mais c'est qu'un sentiment, d'en voir beaucoup moins. Et quand tu vois Getir qui est placé en redressement judiciaire, tu t'interroges, Gorillaz qui n'existe plus, qui est racheté par Getir, tu parlais de croissance rentable, en fait de rentabilité, qui n'est pas au rendez-vous là-dedans. Comment tu perçois de toute façon, tout ça ? Clairement, on le voyait un petit peu depuis le début. Mais le modèle du quick commerce n'a aucun sens économique. C'est-à-dire que le modèle du quick commerce de vendre une commande à 30 € avec 20% de marge, donc 6 € par commande qu'il faut préparer et livrer, c'est clairement un modèle qui ne peut pas marcher. Moi, quand j'en discutais avec des gens comme Gorillaz, ils me disaient mais ça c'est le départ, je crée une énorme base de clients et puis ensuite après les conditions vont changer, les elles ont effectivement changé. Mais alors, mais pas dans le sens espéré, parce que voilà. Les dark stores sont devenus, une activité qui s'est fait réglementer la tête de façon un petit peu virulente, on va dire. Parce que donc effectivement, quand il y a en plus des contraintes réglementaires qui s'ajoutent déjà à la difficulté du modèle qui est par nature compliqué, à ce moment-là, je comprends que des acteurs jettent l'éponge et abandonnent ce marché-là. Continuons. Après Just Eat. Après Just Eat, tu passes donc chez Mon Marché. Chez Mon Marché, donc ça c'est les fondateurs de Grand Frais me disent on veut lancer la livraison de produits frais à Paris. On a une idée un petit peu folle qui est d'utiliser les parkings Indigo comme base de départ de préparation de commandes et de stockage très très court, parce qu'on parle de stockage de 24 heures en fait, puisqu'on est vraiment dans le marché du frais là. Et à l'inverse des acteurs du quick commerce qui sont sur de l'épicerie, sur lequel il y a une bataille terrible pour savoir pour le prix du Nutella ou du Coca-Cola ou du Ricard, sur lequel tout le monde vend exactement le même produit, donc il n'y a pas de différenciation.
Mon marché, lui, arrive avec une vraie différenciation qui sont les produits frais de grands frais. Et les produits frais de grands frais, c'est une sélection qui est extrêmement poussée, déjà qui est très large, plus de 200 produits frais, donc des produits qu'on trouve jamais dans la distribution parisienne, même chez les meilleurs primeurs. Hein, c'est aller acheter du gombo, des pitayas et de l'ail noir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont clients de monmarché.fr, et s'ils ne le sont pas, moi je peux témoigner parce que je le suis, et qu'effectivement, tu retrouves la fraîcheur des produits que tu trouves dans les grands frais en province, parce que Grand Frais n'est pas installé à Paris, peut-être même pas en Ile-de-France. Hein. En Ile-de-France, il y en a, mais plutôt loin de Paris. Et les Parisiens, il y a une grande partie, il y a plus d'un quart des Parisiens qui sont clients de grands frais, mais pendant leurs vacances. C'est ça. Et donc tu ne retrouves pas cette enseigne à Paris. Et monmarché.fr vient combler ce manque, ce besoin, avec des livraisons qu'on voit en triporteur électrique un peu partout. C'est ça. Et donc, c'est la société, moi, je m'en suis occupé pendant près de 3 ans, est passée d'une dizaine de salariés quand je suis arrivé à plus de 400 quand j'en suis parti. Donc, beaucoup de livreurs, puisqu'on a fait le choix d'un modèle de livreur salarié. Donc, pour être complètement en opposition avec les modèles d'auto-entrepreneurs, puisqu'on considère, il considère désormais, plus. que le... T'y es plus, mais ton cœur... On essaye d'amener le primeur à la maison. C'est-à-dire que c'est le livreur fait partie du concept. Il a, si tout se passe bien, une tenue aux couleurs. Il a un vélo avec ces couleurs-là. Et puis donc, il livre les... Avec des délais relativement rapides. Hein. Alors, des délais qui ont été un petit peu allongés récemment, justement, pour améliorer le modèle économique. Mais ça, bon, je les laisserai commenter là-dessus. Et donc, il y a 6-9 mois là, que tu es chez Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre 2022, hein, on donne les dates parce que ce contenu pourra s'écouter encore dans 2 ans et on va la repréciser. Tu as rejoint Le Petit Ballon. Le Petit Ballon, je le disais en introduction, est une marque de distribution de produits de vin. Alors, tu vas nous pitcher le truc, hein, mais globalement, avant de le faire, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a séduit dans le projet du Petit Ballon et quelle est ta lettre de mission ? Alors, c'est un appel du fondateur du Petit Ballon, Martin Ohanessian, qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant voilà, on a envie de quelqu'un pour passer au stade supérieur avec le Petit Ballon, et il se trouve qu'on est en train de créer un petit groupe autour du vin et sur lequel il y a un écosystème à créer. Donc le Petit Ballon venait de racheter Decantalo.com, qui est site e-commerce basé en Espagne mais livrant dans toute l'Europe, de plus de 7000 références de vin. En fait, c'est un des plus gros catalogues online de vin. Et donc, le Petit Ballon a racheté cette société, et par ailleurs, le groupe actionnaire du Petit Ballon a différents autres actifs dans le vin, comme un domaine par exemple à Villiers-Morgon, et c'était l'opportunité de prendre tout cet ensemble en fait. Donc avec une direction très opérationnelle sur le Petit Ballon, et la suite sur les autres boîtes, de chapeauter en fait toutes les autres boîtes pour créer justement un ensemble assez synergique et de traiter le métier du vin de A à Z. Le vin, moi c'est un produit qui me passionne. Jamais je pensais avoir l'opportunité d'y travailler, puisque c'est toujours pareil, hein, la vie fait qu'à un moment on travaille dans un secteur et on devient un peu spécialiste de ce secteur. Et là, cette chance de pouvoir aller dans ce secteur-là m'a attiré. Et le Petit Ballon a une chose, moi, qui me séduit, et je pense que c'est une des clés aujourd'hui pour réussir dans le digital, c'est une marque. C'est-à-dire que le Petit Ballon a réussi à émerger en tant que marque, c'est-à-dire avec un positionnement, avec un ton, avec un discours, avec une mission. Et ça, il y a très peu de marques digitales qui réussissent ça. Quand on réfléchit, nous, aux marques qui nous inspirent dans le digital, on voit des back market, par exemple, qui savent raconter une histoire qui est vachement bien. Une marque comme Cheers, dans les photos, par exemple, fait mieux que les autres pour raconter quelque chose, une couche un peu supérieure du simple produit ou service. Et le Petit Ballon est dans ce cas-là. Et moi, j'adore le marketing des marques. Et cette marque, j'ai été client, j'ai vu des gens autour de moi clients, et j'ai vu le plaisir qu'elle amenait. Et je me suis dit, là, il y a un vrai truc. J'ai demandé un certain nombre de chiffres. Notamment, moi, il y a un chiffre les investisseurs souvent regardent ça aussi d'ailleurs, hein, c'est le NPS.
C'est est-ce que les clients ils sont contents ou pas contents de cette marque. Et il se trouve que cette marque, le Petit Ballon, elle a un NPS de plus de 60. Et donc ça, pour moi, c'est une base de départ pour faire quelque chose de plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, merci pour ce teaser, cette explication de la raison pour laquelle tu as rejoint le Petit Ballon. On va y revenir tout à l'heure. Comme je le disais précédemment, on va parler plutôt du marché pour commencer. On est sur le vin, donc l'idée c'est bien de comprendre le contexte à l'intérieur duquel le Petit Ballon est un acteur et puis comment il l'adresse ce marché. Mais prenons un peu de hauteur et parlons du marché. Je le disais rapidement, c'est un marché en décroissance en France. La consommation de vin baisse dans toutes les catégories d'âge, mais de façon encore plus marquée pour les plus jeunes. Et tu as une fille de 20 ans, moi aussi, tu vois bien que leur consommation d'alcool, de vin, n'est pas du tout la même que nous au même âge. Comment tu perçois ça? Et puis en termes de distribution, en fait, quand on parle du marché, c'est de l'offre et de la demande. Bon, il y a de la régulation sur l'alcool, mais je pense que la loi E20, elle est maintenant connue. On n'a peut-être pas besoin de revenir dessus, sauf si tu penses qu'il est nécessaire. Bon, bref, c'est quoi ta vision, tes éléments d'analyse du marché du vin en France? Alors effectivement, on est sur un marché qui a beaucoup baissé au cours des dernières années, puisque si on va un petit peu plus loin, en 1970, un Français buvait 110 litres de vin par an. En 2022, c'est 40 litres. Ouais. Donc une baisse drastique du volume. En revanche, le marché ne s'est pas écroulé en valeur, puisque la valeur du vin a augmenté. Et en particulier la qualité du vin a augmenté. C'est-à-dire que avant, pour faire simple, on buvait de la piquette. C'est ça. Et d'ailleurs, les lois, comme la loi E20, effectivement, on clairement fait baisser la consommation parce qu'il y a des contraintes assez fortes sur les vendeurs de vin, mais c'est pas plus mal. C'est-à-dire qu'en termes de santé publique, c'est-à-dire que moi j'ai retrouvé des campagnes datant des années d'après-guerre, et c'est assez fou. C'est-à-dire que on dit le vin est un aliment. Ouais, c'est ça. On dit en gros si tu bois tu vas mourir 10 ans plus tard que les buveurs d'eau. C'est très très étonnant. Donc tout ça, il y a un cadre. Il y a par contre un travail extraordinaire qui est fait dans le marché sur la production de qualité. Et la France reste le premier producteur de vin en valeur au monde. C'est l'Italie en volume et c'est la France en valeur. Et d'ailleurs, c'est en termes de balance commerciale, c'est le deuxième secteur après l'aéronautique dans la balance commerciale française. C'est même devant le luxe. Ah oui. Donc c'est un secteur qui a une importance en fait capitale pour la France. Et donc ça, c'est aussi une mission, nous, en tant que distributeurs finalement français qui adressons les Français, c'est de permettre aux viticulteurs de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire de bien réussir leur vin et de trouver des bons débouchés à des prix corrects. Et puis par ailleurs, on a une autre mission qui est la transition écologique. Bon, on va y revenir. Restons sur le marché, justement, tu parles des producteurs, c'est intéressant, parce que avant la distribution, il faut bien les produire, les vins. On a quand même beaucoup entendu d'histoires sur les difficultés des viticulteurs, sur les primes à l'arrachage. Donc on produit moins, j'imagine, quand même de vin. C'est quoi la réalité économique du côté des viticulteurs, en dehors des grands noms, des grands châteaux qu'on peut connaître qui sont médiatisés, parce que c'est important pour vous, ça. Oui, absolument. C'est un secteur qui va quand même bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux être viticulteur qu'agriculteur. C'est-à-dire que l'hectare est bien plus valorisé quand on fait du raisin qui peut se transformer en vin que lorsqu'on fait des produits alimentaires classiques non transformés. L'avantage du viticulteur, c'est qu'il transforme sa production. Et finalement, la valeur ajoutée, elle est bien davantage dans la fabrication que dans le raisin en tant que tel. Donc ça, c'est important. Après, il y a des disparités régionales très très fortes. C'est-à-dire que clairement, la Bourgogne et le Champagne ont une demande qui est
totalement supérieurs à l'offre, avec des prix qui montent chaque année. Le Bourgogne, Donc hallucinant. la Bourgogne a presque doublé ses prix au cours des 15 dernières années. Hein. Mais ça continue lié à la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des domaines bourguignons sont ce qu'on appelle en allocation. C'est-à-dire, les distributeurs ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est le domaine qui décide à qui il vend, en fait. Hein, et il décide en fonction de la qualité des clients du distributeur, de la manière de présenter les choses. Wow. Donc ça, c'est un petit peu la même chose en Champagne. La situation est complètement différente dans le Bordelais. Pourquoi ? Où, là, pour le coup, il y a plutôt trop d'offres par rapport à la demande. Donc là, les Bordelais, hors Grand Cru classé, sur lequel il y a de la demande mondiale, mais il y a plutôt des difficultés à vendre toute la production qui est faite. Alors on dit souvent que c'est les années Parker ont fait du mal. Parker, hein, c'est un grand guide viticole, hein, le guide Parker, qui a, d'après ce qu'on dit dans le marché, mais qui a plutôt uniformisé les vins de Bordeaux. C'est-à-dire qu'en fait, qui a donné un goût et sur lequel les vins de Bordeaux sont un peu tous allés dans la même direction et du coup ont perdu un petit peu de singularité. Et dans le même temps, des régions qui souffraient, comme la Loire ou le Languedoc, se sont réinventées. Et du coup, la demande a un petit peu shifté sur des nouvelles régions. Et donc, du coup, voilà, ça donne un écosystème qui a un petit peu changé. Et puis après, il y a des nouvelles tendances, notamment une, nous, qu'on aime beaucoup au Petit Ballon, qui est la tendance des vins de France. Les vins de France, c'est des vins qui ne respectent pas le cahier des charges d'une AOP régionale. Et c'est des viticulteurs souvent qui ont une approche plus moderne et qui vont, par exemple, mélanger des cépages qui ne correspondent pas à ceux d'une AOP. Donc, par exemple, il y a un vin qui est très vendu sur le Petit Ballon qui s'appelle les Amandiers. Et les Amandiers, c'est un viticulteur qui s'appelle Stéphane Husseglio, qui est basé dans le Languedoc, mais par exemple, dans son assemblage, il met du Merlot. Et le Merlot, c'est plutôt un cépage bordelais. Et il va le mélanger. Donc il a planté il a planté du Merlot, en Languedoc. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne peut plus utiliser les AOP régionales, même du Languedoc, sur lesquelles le Merlot n'est pas autorisé. Et donc du coup, il va le mélanger avec du Syrah, de la Grenache. C'est un punk, quoi, le mec. C'est un punk, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de viticulteurs, justement, qui réinventent un petit peu et qui font beaucoup de recherche variétale, parce que des cépages, il y en avait beaucoup plus que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc désormais, il y a des personnes qui réinventent les codes un petit peu du vin. Et ça, au Petit Ballon, on aime beaucoup ça, puisque nous, on cherche à casser aussi les codes. Donc ça nous intéresse beaucoup, ça. Ok, merci pour les informations sur la production, en fait, de vin en France. Il y a la distribution qui va faire le lien avec le consommateur. Le consommateur, justement, là, prenons un peu le temps de parler de lui. Qu'est-ce qui explique, en dehors de la conscience, la prise de conscience du vin et de l'alcool en général sur la santé, est-ce que c'est autre chose ? Les goûts, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure en disant que finalement dans le Bordelais il y avait une forme d'homogénéité, c'est peut-être un peu fort, mais enfin on comprend ce que tu veux dire, sur les goûts. Quels sont les comportements d'achat aussi et par rapport à la consommation de vin ? Est-ce que c'est dans des moments de fête, est-ce que les jeunes consomment plutôt du rosé que du rouge, enfin c'est quoi les côtés consommateurs, quoi. Les grandes tendances un petit peu nouvelles, c'est que les consommateurs achètent moins mais sont de plus en plus éclairés, et ça il y a un sondage qui est fait tous les ans depuis plusieurs années. Donc il y a un historique qui est fait par un cabinet qui s'appelle SoWine et qui demande aux personnes s'ils sont néophytes, amateurs éclairés ou experts. Et en 10 ans, il y a moitié-moitié de néophytes et d'amateurs éclairés, et il y avait 1% d'experts, maintenant il y a 4%. Mais par contre, il y a 12% de gens qui se déclarent maintenant amateurs éclairés. Donc les gens s'intéressent de plus en plus. Il y a 12 points de pourcentage de plus
Pas 12% de plus, il y a 12 Exact. points de pourcentage de plus. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est 47% des gens qui se déclarent amateurs éclairés. 47%, 4% sont des experts. Donc il y a plus de la moitié qui et il en reste 49 qui disent je suis néophyte, je connais pas bien. Et ça, c'est important parce que plus une personne s'intéresse au vin, plus elle achète des bouteilles chères. Donc elle n'achète pas plus, mais par contre, elle dépense plus. C'est-à-dire qu'en gros, elle commence à dépasser des bouteilles à 15 euros, des bouteilles à 20 euros, à 25 euros, à 30 euros. Et ça, c'est important pour le marché parce que ça tire le marché vers le haut. Ça tire pas justement, c'est la consommation en termes de santé, ça reste propre puisque les gens boivent pas plus de bouteilles. Le but, c'est pas de revenir aux 110 litres des années 70, mais simplement, ça permet de mieux valoriser le travail des vignerons qui font de la qualité. Et donc ça, c'est une démarche qui est importante. Ensuite, les jeunes consomment moins de vin, ça c'est clair. La bière est devenue la boisson préférée des jeunes, des Français. Surtout sur les 18-24. Donc j'ai aussi une fille étudiante et qui me dit voilà, il y a un site que tout le monde adore chez les étudiants, ça s'appelle mrgoodbeer.com. mrgoodbeer.com, il donne le prix de la pinte dans tous les bars de Paris. Enfin, Paris d'ailleurs, et même dans toute la France en fait. Et donc ça montre bien une tendance effectivement. D'ailleurs, moi je suis toujours étonné de voir que dans les bars aujourd'hui, on est passé du 25 centilitres au 50 centilitres. C'est-à-dire que désormais, la norme, c'est de boire 50 centilitres. Ouais. C'est la pinte. Ouais. Alors que c'était exceptionnel avant de boire une pinte dans un bar. Donc, c'est devenu assez important. Donc, les jeunes, effectivement, boivent moins de vin. Et justement, nous, dans la mission du Petit Ballon, éduquer les jeunes sur le vin, ça fait partie de notre ADN. Et on est une des seules marques à savoir bien vendre le vin au 25-35, en fait. Très peu de marques savent adresser les 25-35 parce qu'elles ne parlent pas le langage. C'est votre cœur de cible ? Notre cœur de cible, c'est 25-45. Okay. Donc, on a plus de 70% de consommateurs contre 25 et 45 ans. On va revenir dessus. Et les plus âgés, les consommateurs plus âgés, qui ont après 50 ans, c'est quoi leur rapport à la consommation de vin, à l'achat de vin ? C'est un rapport là aussi, plutôt de plus en plus expert, donc avec une montée en gamme qui est assez importante qui se fait. Donc voilà, moins de volume, plus de valeur et plus de qualité. Il n'empêche qu'il reste une consommation qui est très importante en grande distribution, puisque la grande distribution concentre encore à peu près 7 bouteilles sur 10 qui sont achetées. 70% Alors, c'est 70% des volumes, mais c'est pas 70% des bouteilles, parce que en grande distribution, il y a les volumes en litres, tu parles ? Oui, voilà, c'est ça. Et parce qu'il y a un format qui est encore très... Voilà, le cubi ou le bib, en tout cas, un format plutôt important, et en particulier sur les boissons d'été comme le rosé, par exemple. Donc ça, c'est un format qui continue de cartonner en grande distribution, et en particulier l'été. D'ailleurs, le rosé, j'entendais dire l'été dernier, alors qu'il faisait très chaud, que c'était il y avait une surdemande de rosé, qu'il y avait presque des difficultés à fournir la demande. Tu confirmes que c'est quelque chose ? Je confirme qu'effectivement le rosé, c'est une des couleurs qui est la plus en croissance. Ça, c'est lié au fait que le rosé s'est beaucoup amélioré aussi. Ah oui. C'est-à-dire que le rosé, il y a 10-20 ans, c'était tête, parfois une espèce de mélange de blanc et de rouge. C'était quelque chose qui n'était pas du tout travaillé. Désormais, il y a des rosés sur lesquels il y a des assemblages très très précis. Par exemple, au Petit Ballon, on travaille un rosé qui s'appelle le Bati Bati, on le lance tous les ans au mois de mai. Donc une cuvée spéciale sur laquelle on va chercher un domaine particulier. Cette année, c'est le domaine Pieracci à Nice, et sur lequel on travaille un assemblage de 3 cépages, et sur lequel il y a test, retest, il y a notre maître sommelier Jean-Michel Deluc qui descend sur place pour valider le vin. Ensuite, on ne sort le vin qu'au moment où il est stabilisé. C'est-à-dire qu'on ne le vend pas trop tôt. C'est-à-dire qu'on pourrait le vendre. Nous, on reçoit les bouteilles au mois d'avril, mais il est regoûté toutes les semaines avant de le mettre en marché, en fait, pour qu'il sorte au bon moment. Le rosé, pourquoi, en fait, depuis quelques années, il y a cet attrait de plus en plus fort pour cette couleur ?
Il fait chaud l'été. Oui, mais le blanc, tu le bois aussi frais. Oui, mais c'est un petit peu moins. C'est-à-dire que je pense que la- la température a un impact très très fort sur les Donc ventes le de rosé. réchauffement climatique est quelque Alors, part une forme de, ouais, je ne sais pas si de on peut dire raison. réchauffement climatique parce que le rapport entre la météo Ouais. est pas toujours aussi évident à très court terme en tout cas. Mais oui, en tout cas, les étés chauds créent des ventes de rosé associées à une montée de la qualité. Du coup, ça devient un produit assez sympa à faire. Je pense qu'il y a aussi la montée des prix du champagne quelque part crée aussi un petit transfert sur l'apéritif, sur le rosé. C'est-à-dire que quand une bouteille de champagne qui valait plutôt 25-30 euros commence à valoir 35-40, voire 40-45 pour les grandes marques, forcément, il y a un moment, il peut y avoir un arbitrage. Il vaut peut-être mieux un très bon rosé à 15 euros qu'une mauvaise bouteille de champagne à 21, quoi. Ou un prosecco, hein. Ou un prosecco. Malheureusement, parce que ça vient d'Italie. Merci pour ces éléments de marché qui nous permettent de poser le contexte. Et justement, dans ce contexte, comment le petit ballon se positionne. On a parlé de l'économie de l'abonnement. Tu as commencé à nous expliquer que vous aviez vous aussi un rôle d'assembleur, hein, tu le disais, des cuvées. Tu vas nous parler de tout ça. Mais pour l'introduire, je sais pas, en deux phrases, c'est quoi la proposition de valeur du petit ballon? Alors la mission du petit ballon, qui n'a pas changé depuis sa création en 2011, donc il y a 12 ans, donc définie par Martin Ohanessian, Jean-Michel Deluc, le maître sommelier, et Mathieu Lend, le troisième associé de départ, ils sont tous toujours là d'ailleurs, hein, 12 ans après. La mission est très simple, c'est rendre le vin plus accessible, plus facile à acheter et plus simple à apprécier. Donc ça reste notre proposition de valeur. Et comment on la traduit? À partir du moment où on vend d'abord un abonnement, alors cet abonnement, il est pour les cadeaux ou pour soi-même. Donc pour les cadeaux, on simplifie un cadeau ultra simple à faire, hein, puisque j'offre 3 mois d'abonnement, par exemple à notre abonnement Star qui s'appelle H2 Raisin. Donc c'est 2 bouteilles par mois avec 2 fiches qui explique le vin en détail avec la fiche de dégustation, les cépages, quand est-ce qu'il faut le boire, est-ce qu'il faut le carafer, pas le carafer. En plus, c'est avec un texte qui est écrit, on appelle ça sans baratin, c'est le vin sans baratin. C'est simple, c'est direct, c'est pas un message c'est pas un discours de sommelier empoulé avec sa cravate rouge. C'est quelque chose de beaucoup plus cool. Accessible. C'est accessible, c'est cool. Ouais. Et puis une gazette, un magazine sur le vin, qui est en fait, quand on le regarde dans la presse du vin, c'est quasiment, c'est même sûr, hein, c'est le magazine de vin le plus diffusé en France en fait. Et donc qui est donné avec les 2 bouteilles. Donc il y a plus que les 2 bouteilles, hein, il y a une expérience pour apprendre le vin au fil de son abonnement. Et ça c'est en cadeau, et ça peut aussi être pour soi-même, où là, moi j'ai rencontré des gens qui sont abonnés depuis plus de 10 ans, et qui continue de progresser sur le vin. Donc des fois on va dans des thématiques qui sont un petit peu plus complexes. Là par exemple on a fait une thématique sur les sols, expliquer qu'est-ce qu'un sol argilo-calcaire versus un sol schisteux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait dans le vin. Donc ça, les gens s'intéressent à des questions de plus en plus complexes en fait sur le vin, et nous on adore raconter ça, mais toujours avec un style sympa, sans difficulté. Et puis ensuite, au fil de l'histoire, on a rajouté une dimension e-shop au petit ballon. D'abord pour les abonnés, pour réacheter les vins qu'ils ont aimés. Et puis au fil du temps, c'est une sélection d'à peu près aujourd'hui 1 millier de références qui est proposée, souvent dans les mêmes maisons que celles sur lesquelles on est allé chercher un vin d'abonnement, mais sur lesquelles derrière les gens ont envie d'en savoir plus. Ils disent j'ai beaucoup aimé ce Cahors Sanguis Christi, et comment cette maison, Roc de Canal en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a à proposer d'autre, et comment on leur explique les différents vins. Alors, merci pour cette introduction. Justement, les abonnements, comment ils sont gérés? Je veux dire par là, c'est vous qui faites la sélection des vins que les abonnés vont recevoir. Est-ce qu'on peut avoir plus que 2 bouteilles de vin? Comment ça fonctionne en fait? Comment l'assortiment est fait? Est-ce que vous prenez en compte les goûts des consommateurs, des abonnés en fait? Si oui, est-ce que c'est de façon individuelle ou par groupe?
cohorte, en quelque sorte, pour reprendre un terme un peu à la mode, de consommateurs. Comment ça fonctionne ? Alors, donc, la sélection est drastique d'abord, puisque notre maître sommelier goûte plus de 6000 vins par an et on sélectionne à peu près dans les abonnements environ 200-250. Donc, il note tous les vins entre 0 et 20, et pour aller dans l'abonnement, il faut avoir 17, 18, 19 ou 20 sur 20. 20 sur 20, ça arrive une fois par an à peu près. Donc ça, c'est une dégustation qui est vraiment très sérieuse, sophistiquée, avec des annotations, avec des recherches sur le vin également, qui sont souvent d'ailleurs un appel aux vignerons aussi pour bien comprendre ces méthodes culturales, parce que c'est important pour nous. Donc sélection drastique. Ensuite, 2 bouteilles par mois, ça pour l'instant c'est quelque chose qui est un rythme qui est le seul qui est proposé. En revanche, sur la personnalisation, il y a un profil vin sur le site auquel les internautes peuvent répondre. Donc ils peuvent donner, par exemple, si on dit est-ce que j'aime le café ? Oui, non. Est-ce que j'aime le citron ? Oui, non. Donc c'est des questions qui ne sont pas forcément liées au vin, mais qui nous permettent de comprendre le profil aromatique que la personne va bien aimer. Et ensuite, on va affiner justement les envois des bouteilles en fonction de ce profil aromatique souhaité. Et il y a des personnes qui sont plus aventuriers, qui veulent justement découvrir des nouvelles choses, et donc on peut s'adapter à ça. Et par exemple, quand on s'abonne au début, on dit est-ce que vous voulez prendre le train en marche ou est-ce que vous voulez qu'on vous donne le programme éducatif de départ, qui va vous donner par exemple l'apprentissage des cépages, choses comme ça. Ou est-ce que vous voulez tout de suite le train en marche, vous êtes au mois de décembre, il y a du champagne. Au mois d'août, il va y avoir un vin d'apéro très léger, que vous pouvez plutôt mettre au frigo parce que vous n'avez pas envie de vous prendre un rouge lourd à 18 degrés, pas 18 degrés d'alcool, hein, mais à 18 degrés de température de service. Et donc, ça, on s'adapte effectivement à ça. Et puis ensuite, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a différents prix d'abonnement correspondant finalement à différents personas de compréhension du vin. Et comme je disais, plus on est expert, plus on monte en gamme. Donc très souvent, les gens rentrent sur un abonnement qui vaut à peu près 25 € par mois avec 2 bouteilles qui sont en fait des pépites qui ont été trouvées. Donc c'est des bouteilles qui valent plutôt à peu près 12 €, 13 €. Mais parce qu'il y a eu cette sélection drastique, ces bouteilles ont une valeur perçue de bouteilles qui valent 20, 25, 30 parfois, parce que justement il y a eu tout ce travail d'aller dénicher ce vin particulier. Et puis, on lance là en mai un abonnement plus premium qui va coûter 71,90 € par mois, pour être précis, et là sur lequel on va aller chercher des grosses AOP, mais là aussi on va aller chercher le vigneron qui sort un peu des sentiers battus. Donc quand on va aller à Savigny-les-Beaunes, on va aller chercher un vigneron précis. Quand on va aller à Saint-Joseph, on va aller chercher par exemple le domaine du Tunnel. Le domaine du Tunnel, c'est très recherché. Et donc ça fait partie de notre mission d'aller dénicher des vins qui vont, un, plaire, et deux, qui ne sont pas faciles à trouver. C'est justement ces vins-là que tu décris comme étant ceux de l'abonnement premium qui va être lancé au mois de mai, s'adressent à un public d'experts. Est-ce que ce sont des vins qui sont destinés à être des vins de garde, qui vont venir compléter peut-être une cave ou créer une cave ? Alors, nous, on est plutôt sur la consommation rapide des vins, parce qu'il y a peu de gens qui ont des bonnes conservations de cave, en particulier dans les grandes villes, et c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aux consommateurs urbains. Quand je discute avec des abonnés, par exemple parisiens, je leur demande mais finalement pourquoi vous êtes abonné au Petit Ballon alors qu'il y a un caviste dans toutes les rues à Paris, il y a Monoprix, Franprix, Carrefour qui ont des rayons vin avec à peu près une centaine de références à peu près partout. Qu'est-ce qui fait que vous recevez le Petit Ballon ? Et il y a deux réponses. Justement, la première, c'est le stockage. C'est de dire à partir de 6 bouteilles, la plupart des Parisiens considèrent qu'ils sont full. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. J'ai discuté l'autre jour avec des abonnés qui me racontaient nous, on met les bouteilles dans la cheminée. La cheminée qui ne marche pas, naturellement, parce qu'on est à Paris. Donc, ils me disent il y a 6 places, quoi. Et donc, dès qu'il y a 6 places, on arrête. Donc, finalement, peu de garde et plus, finalement, une consommation relativement régulière. Il faut savoir que même chez un caviste,
80% des bouteilles qui sont achetées chez un caviste sont consommées dans les 48 heures. Donc le use case classique du caviste, c'est je viens à 18h pour le dîner. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez classique, quoi. Et donc nous on est plutôt dans cet axe-là. Ok, merci pour cet élément d'explication. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Tu expliques que le petit ballon, en fait, ça a 12 ans. Si ça, comment tu peux nous faire un petit historique de la création de l'entreprise? Parce qu'il y a des aspects que je voudrais... Là, on a parlé du marché, on a parlé de la façon avec laquelle vous adressez les consommateurs. Derrière, il y a une réalité opérationnelle qui est tangible. Parce que les bouteilles, l'envoi de bouteilles, c'est pas comme envoyer une paire de chaussures. Tu parlais des chaussures tout à l'heure. C'est un peu plus complexe, c'est plus lourd, c'est plus fragile. Et puis, on ne parle pas de soda, on parle de vin. Donc, c'est à prendre avec précaution. Fais-nous un petit refresh de l'historique. Comment ça a commencé? Pourquoi c'est parti ou pas directement avec l'abonnement? Pour qu'on arrive à ce que c'est aujourd'hui. Il y a aussi des magasins dans le 15e. Je suis passé devant, rue des Entrepreneurs, non, si je c'est ça, voilà. Exactement. Donc voilà, pour qu'on aille jusqu'à aujourd'hui, rembobinons un petit peu le film. Alors l'idée initiale de Martin Ohanessian, dans sa tête, c'est de dire je n'arrive pas à choisir des vins. C'est-à-dire que je vais en grande distribution, j'adore le vin, j'adore la convivialité, mais alors quand je suis devant le rayon, je suis complètement perdu. J'ai des régions, j'ai des prix, mais je ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et tout. Donc lui, il est parti de ce principe-là, qui est de dire c'est la difficulté, c'est le cas qu'il a traité, c'est la difficulté à choisir des vins qui vont me plaire et sur lesquels je ne vais pas me tromper. Là-dessus, justement, il a rencontré Jean-Michel Deluc et ils sont arrivés à la conclusion de dire si on sélectionnait finalement pour l'internaute directement ces vins, là on tient peut-être quelque chose. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a plus ou moins déjà essayé, parce que 10 ans avant, il y avait des châteaux online, des Wine & Co, donc il y avait déjà des initiatives dans le vin, et finalement l'abonnement, personne n'avait trouvé la clé en fait. Mais c'est là où la marque justement prend tout son sens, et qu'à un moment, quand on trouve un bon positionnement, une bonne histoire à raconter et qu'on exécute correctement son projet, et ben là le truc peut vraiment décoller. Et donc il y a eu au début les box, les gens allaient les chercher chez Martin. Donc dans son appartement chez Martin, et puis après il y a eu une première boutique qui a été rue du Rocher, qui est toujours ouverte, qui est toujours notre boutique principale, juste à côté des bureaux de LinkedIn et de Nexity, qu'on voit parfois venir chercher des bouteilles de champagne dans nos boutiques. Ça a l'air sympa chez LinkedIn. Donc les gens venaient au début à ça, et puis ensuite après il y a eu le fait de dire on ne va pas se limiter aux gens qui viennent chercher, donc on va envoyer, et puis le nombre d'abonnés a systématiquement augmenté tous les ans, parce qu'il y avait un bon bouche à oreille, il y avait un bon... Et là, l'envoi justement des bouteilles, c'est pas du tout la même supply que de dire venez en magasin chercher vos bouteilles. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on a le bon packaging, donc le bon carton sur lequel il y a un taux de casse proche de 0, à ce moment-là, c'est un Colissimo, c'est un Mondial Relais. Mais c'est un business model qui change aussi, parce que tu as le coût de l'envoi qui vient s'ajouter, alors que quand tu fais un pick-up en magasin, tu n'as pas ce coût-là. Exact, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de proposer les deux. Il y a toujours des abonnés qui viennent dans les boutiques, donc dans le 15e arrondissement ou vers Saint-Lazare. Et on en a ouvert une en début d'année 2023. J'en ai ouvert une à Lyon. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que si on a une boutique physique dans une ville, à ce moment-là, la base d'abonnés explose en nombre. Alors, c'est peut-être un peu récent. Et donc, c'est encore un peu récent, mais j'espère justement que cette démonstration va marcher, puisqu'il se trouve que la pénétration des abonnés dans le 15e arrondissement et dans le 8e arrondissement est très très forte. Il y a un nombre d'abonnés qui est, par rapport à la population qui est énorme, et encore une fois, au regard de la proposition de vin qu'on peut trouver dans tous les cavistes, dans tous les supermarchés, elle est exceptionnelle en fait. Et donc, j'espère prouver qu'effectivement, l'ouverture d'une boutique crée une espèce de ruche de clients
Il faut savoir qu'une boutique par exemple à Saint-Lazare ou à rue des Entrepreneurs, il y a plus de 1000 clients par mois qui viennent chercher leurs 2 bouteilles. Et donc, c'est la vente additionnelle, ces gens-là, parce Oui, que justement. ils prennent leur bouteille. Ils prennent leur abonnement et puis souvent, ils en rajoutent. voilà, c'est ça. Souvent, on vient chercher la bouteille de champagne pour samedi soir. On a envie d'un cadeau. Je discutais l'autre jour avec des clients qui me disaient voilà, on voudrait un whisky pour notre papa. Mais alors, il est spécialiste des whiskies japonais. Ok, très bien. On a 4 whiskies japonais et vous pouvez même les déguster dans le magasin. Ok, celui-ci, voilà, là vous avez une histoire à raconter. Nous, on trouve que justement, notre rôle, c'est que les gens repartent non pas avec une bouteille, mais avec une histoire qui va enrichir l'expérience de cadeau qu'ils vont faire aussi. Ben justement, cette histoire, c'est lié à la marque. La marque, tu le disais, c'est important, et tu citais des exemples de marques qui ont réussi. Je pourrais compléter la liste avec des gens comme Bonsoir, Bien sûr, qui très bien. Nicolas qui a réussi à créer une véritable marque sur la lingerie de Teddy Bear pour vendre Teddy des matelas, Bear, voilà, pour vendre toutes ces marques-là, voilà, Voilà. on se sent très très proche de cet univers et c'est vraiment des gens qui ont à un moment investi dans un territoire de marque, dans une histoire, dans un Voilà. graphisme. Et comment ça se fait? Parce que le petit ballon, en plus de ça, il y a une notoriété qui existe. Alors, je ne sais pas si elle est... j'ai pas envie de faire passer pour le Parisien de base il y a à peu près un quart des Français qui connaissent le petit ballon et à Paris, c'est plutôt 35-40%. Donc, il y a déjà cette notoriété. Et autour de cette notoriété, il y a quelque chose de fort, c'est un attachement à la marque. Là, je pense que le nom y contribue, mais c'est forcément plus que ça. Comment vous travaillez cette marque? Il y a un moment, c'est aussi un choix dans l'organisation de mettre des ressources sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une équipe qui est basée à Barcelone, en l'occurrence, mais on a une équipe qu'on appelle le studio et qui produit du contenu, qui produit la fameuse gazette, qui produit du graphisme, notamment tout un univers graphique avec des dessins. Et donc tout ça, c'est un travail sur lequel il y a un investissement de la marque pour pas être juste une marque lambda, mais être une marque qui raconte quelque chose. Et puis ensuite, après, il y a un moment, il y a une vision du fondateur aussi. C'est-à-dire que c'est de retranscrire une vision de ce que le fondateur a en tête. Et en l'occurrence, toute cette histoire du vin sans baratin, de quelque chose, d'un discours un peu cool autour de la convivialité. Et il y a une forme de démystification aussi par rapport au vin. Parce que c'est vrai que quand tu n'es pas finalement partie prenante, que tu es un peu éloigné de cet écosystème, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, il y a un jargon, il y a les initiés, et puis il y a les autres. C'est ça. Et lui, de par son propre positionnement personnel, il est parti du fait de dire, voilà, moi je ne suis pas un expert du vin, j'y connais rien. Et donc qu'on me raconte un truc que je comprends, quoi. Et qu'on me raconte des histoires que j'aime écouter, lire, entendre. Et aujourd'hui, alors Martin est devenu un bon spécialiste, mais il a toujours ce petit truc de dire, racontez-moi le truc simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des chiffres que vous communiquez en nombre d'abonnés, d'abonnements? Oui, aujourd'hui, le Petit Ballon, c'est une société qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur une année, c'est plus de 120 000 personnes qui, à un moment, vont être abonnées. Alors souvent 3 mois, parfois 6 mois. Certains sont abonnés récurrents toute l'année. Ça, c'est ceux que je préfère dans le modèle économique, moi. J'imagine bien. Et ça, c'est un... On parle d'ARR, d'ailleurs Oui, alors ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on va améliorer, nous, l'offre pour rajouter plus de valeur encore à cet abonnement pour soi-même. Donc on va ajouter par exemple beaucoup de contenu éducatif, donc encore au-delà de la gazette et des fiches vins, pour que le fait d'être abonné Petit Ballon amène encore plus de connaissances autour du vin. Donc ça va être un programme qui va s'appeler l'école du Petit Ballon et qui va être lancé dans les prochaines semaines et qui va enrichir la valeur du programme en fait d'abonnement pour soi-même. Donc 120 000 personnes. Vous avez d'ailleurs des
des partenariats. J'ai découvert qu'avec mes points Picard, je pouvais recevoir des bouteilles du Petit Ballon. Exact, ça c'est un autre axe de croissance qu'on est en train de développer fortement aujourd'hui, partant du principe que justement on a une marque qui est appréciée et sur lequel on a un positionnement de dénicheur de pépites de vin qui plaît beaucoup. On a effectivement décidé avec Picard de devenir leur partenaire vin exclusif. Et donc, dans la plupart des magasins Picard, il y a un meuble avec une quinzaine de références qui ont été sélectionnées spécifiquement pour Picard, correspondant à là aussi des rapports qualité-prix extrêmement bons. Il y a même une application qui a été créée qui permet de scanner tous les plats Picard et d'avoir un accord mes vins. Donc si je scanne mon chili con carne ou mes lasagnes végétariennes, on va me conseiller un des vins de la sélection Petit Ballon. Donc en magasin Picard, et effectivement, les abonnés au programme Picard et nous peuvent, quand ils ont 700 points, recevoir 2 bouteilles de vin de raisin. Quand ils ont 1500 points, ils ont l'abonnement Bel Âge supérieur au-dessus. Et il y a des dizaines de milliers d'abonnés de programmes de fidélité Picard qui ont bénéficié justement, et pour certains sont rentrés dans la marque par ce biais-là. Et donc on est très très content avec Cathy Collard chez Picard justement du succès qu'on a dans ce programme-là. Merci pour cette précision, merci pour avoir détaillé la proposition de valeur. Et comme je disais en introduction, je voulais finir sur la partie de la relation client. Je pense que le lien va être vite fait. Effectivement, il y a le ton avec lequel vous parlez, il y a la simplicité des communications et des contenus que vous déployez et que vous proposez de façon plus globale. Comment s'est intégrée cette relation client dans l'organisation du Petit Ballon ? Alors elle est centrale dès le départ, effectivement, qui est de dire, nous on est du côté du client et on sélectionne des bons vins, mais il faut que le service soit absolument nickel. Donc là, c'est un vrai service de customer care qui est totalement internalisé d'abord, avec des gens qui connaissent vraiment le vin. La personne qui dirige le customer care, par exemple, c'est Clémence Durieux. Clémence Durieux, elle était CIO du Bon Gustave. Le Bon Gustave, c'est un service de personal shopper pour le vin. Donc elle a une connaissance du vin. Elle fait des cours à l'Institut Bocuse, par exemple, sur le vin. Donc là, on parle de gens qui s'y connaissent réellement en vin. Et toute son équipe, c'est des personnes à qui, un petit peu comme à la Zappos, quand Tonisier disait quelqu'un m'appelle et veut papoter de la meilleure pizzeria de Las Vegas, on sait lui répondre. Nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un appelle le service client du Petit Ballon. Alors souvent, on parle plus d'accord mes vins parce que le sujet en tant que tel, il est peut-être plus intéressant que la chaussure. Mais voilà, on est ceux-là, quoi. Les gens nous appellent, nous chattent et adorent discuter avec nous. Ça, c'est quelque chose qui est quand même singulier parce que la relation client, souvent, elle est liée à un problème de commande. Là, c'est plutôt des conseils, en fait, pas forcément liés à la commande, mais à l'utilisation du produit. Exact, tout à fait. L'organisation de votre relation client, elle est comment ? J'imagine que vous avez un CRM. Quelle est la place de la data ? Comment vous arrivez à utiliser la data ? Tout à l'heure, tu nous faisais part finalement d'un modèle gustatif lié au consommateur qui permet de faire des assortiments dans les box un peu différemment. Comment tout ça est organisé ? Alors on a pas mal de data, effectivement, sur le vin, sur les préférences. Donc tout ça est organisé de manière assez classique avec du BigQuery, des bonnes bases de données, et puis plugué à des outils type Zendesk côté service client, des data lookers qui est apporté par Google désormais, qui nous permet de visualiser tout ça, et ce fameux moteur effectivement de préférence sur le vin, pour le coup qui est un rachat qui a été fait d'ailleurs. Ça a été un rachat d'une société qui avait justement ce moteur qui permet de personnaliser l'offre, et ça aujourd'hui finalement il n'est pas encore très très visible en front office pour les clients, et ça c'est quelque chose qu'on va
vraiment travailler de manière beaucoup plus poussée, puisqu'on pense qu'on a un vrai discours sur proposer le vin qui va te plaire, et finalement en décidant, parce que chacun a des optiques un peu différentes, il y a des gens qui disent moi le match est plié, je sais ce que j'aime, et finalement vendez-moi exactement ce que j'aime. Et puis d'autres qui disent vendez-moi ce que je n'ai jamais goûté. Et c'est ces deux personnes-là qu'on va vraiment pousser au maximum pour enrichir encore l'expérience. J'ai l'esprit d'escalier. Je reviens sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, la logistique. Vous l'avez internalisé ou externalisé, la logistique? Alors, il se trouve que... Parce que, pardon, je te laisse répondre. Pourquoi je te pose la question? Parce que derrière, quand j'imagine les box, j'ai la commande de Cyril Duplessis qui est là, et lui, il aime plutôt ça. Comment ça se passe concrètement? En fait, tu as un mec qui a accès à plein de vins différents, et puis c'est l'assortiment de la bouteille A avec la bouteille Z. Alors, donc la chance qu'on a déjà, c'est que l'actionnaire du Petit Ballon, c'est une société de logistique et transport. À la base, c'est une société qui fait plus de 250 millions logistique transport, basée à Lyon, qui s'appelle la boîte logistique transport s'appelle BMW, et la filiale au-dessus s'appelle Cogip, donc une filiale de participation qui est dirigée par Jean-Alexandre Manchès, quelqu'un qui a une quarantaine d'années et qui dirige ce groupe, et justement qui a décidé d'investir dans le vin, ainsi que dans les restaurants d'ailleurs, en plus de cette activité historique transport. Et donc, il se trouve que c'est notre actionnaire qui assure notre propre logistique. Donc ça, c'est bien parce qu'on est chez nous, mais en même temps, c'est des spécialistes qui le font. Pour répondre précisément à ta question, pour faire des dizaines de milliers de box vin par mois, c'est une chaîne qui est semi-automatisée. Donc en fait, c'est des couples de bouteilles. Donc c'est bouteille A, bouteille B pour une cohorte de clients. Qui sont apportés à un opérateur qui n'a plus qu'à créer sa boîte, mettre les deux bouteilles, mettre les deux fiches, mettre la gazette, éventuellement un petit cadeau quand il y a un partenaire qui se met dedans. Hop, il envoie ça sur un tapis roulant, tac, ça ferme la boîte, ça colle un autocollant et ça va directement sur le bon bras selon le mode de transporteur qui a été choisi. Donc c'est semi-automatisé, ça met moins de 30 secondes de préparer une box de 2 bouteilles. Donc c'est extrêmement rapide. Et puis ensuite, il y a des couples de bouteilles qui sont créés. Et donc c'est des ordres qui arrivent directement sur l'outil, le WMS. Donc il y a un interfaçage avec le WMS de votre front en fait. Qui est issu de votre front. Ok, merci pour Et l'immense avantage de ce marché-là, c'est que quand on fait de l'abonnement, finalement, on a un certain temps pour expédier ces 2 bouteilles. C'est plus facile que l'e-commerce. Alors l'e-commerce, vous avez une commande, vous devez la préparer, allez, on va dire sous 24 heures pour l'expédier, pour qu'elle arrive chez le client d'un délai raisonnable, 2 jours pour les meilleurs, 3 jours, 4 jours si on est un petit peu moins bon. L'abonnement, finalement, ça permet de lisser la production. Donc il y a un avantage en business model qui est assez important. Il n'y a pas en début de mois toutes les commandes à expédier. Tout à fait. Les commandes sont lissées sur le mois. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une forme de régularité. C'est-à-dire que ton abonnement, je vais essayer de ne pas t'envoyer une bouteille le 1er du mois et puis le mois d'après, le 20 du mois. Parce que sinon, tu vas avoir 50 jours entre les deux. Donc on essaye d'être... Si c'est le 10, ce sera plus ou moins tout le temps le 10. On essaye de garder des semaines qui sont à peu près identiques, mais c'est vrai que l'abonnement donne une forme de flexibilité pour gérer sa charge, et c'est vrai, en logistique, c'est extrêmement important dans les modèles économiques. Dernière question, dernier point, comment vous prenez la parole en fait sur les réseaux sociaux ou derrière cette question, il y a celle de l'acquisition en fait. C'est quoi la stratégie? La stratégie, justement, c'est d'avoir des dépenses de marque et des dépenses plus héroïstes, tactiques, sur les leviers qu'on connaît tous, Google SIA et Social Ads, en particulier sur Meta. C'est important de garder des dépenses de marque, et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les marques qui créent la différence, c'est ceux qui consacrent un certain nombre de ressources à ça. On est revenu, par exemple, en affichage dans le métro au mois de décembre cette année. Donc ça, c'est pas facile, parce qu'avec la loi E20, réussir des campagnes
dans les grands médias. Donc c'est interdit à la télé, hein, les publicités d'alcool, mais par contre c'est permis en affichage et dans la presse. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va se permettre. Donc on a toujours avec un petit twist. Là, par exemple, la phrase qui était un peu marrante, c'était enfin un cadeau qui mérite de finir à la cave. Donc voilà, toujours ce ton en fait. Toujours ce petit ton, ce petit humour, création interne avec notre studio là aussi. Donc ça c'est important. Et puis sur le reste, les réseaux sociaux sont importants. Là par exemple, on a toute notre équipe d'achat qui est au primeur à Bordeaux. Donc les primeurs, hein, c'est les vins de 2022 qui sont goûtés en ce moment et qui vont être prévendus à partir du mois de mai et livrés dans 2 ans. Donc ça c'est un autre partie du business qui est vraiment quelque chose où on s'adresse un peu aux spécialistes et aux gens qui veulent chercher des pépites. Il se trouve, on me dit dans l'oreillette que le millésime 2022 est peut-être un millésime exceptionnel. Ok. Donc a priori, notre chef sommelier dit 2022, c'est un truc. En tout cas, c'est un truc qui est probablement le meilleur millésime de la dernière décennie. Ça, à minima, mais peut-être même plus. Voilà, ça, on va voir comment ça va évoluer parce que c'est un savoir-faire hein, de goûter un vin qui est encore en train de travailler. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, et c'est là où le chef sommelier arrive à deviner comment il va être dans 2 ans, en fait. Hein. Et donc, là, typiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des réels sur Instagram où on raconte l'envers du décor de ces primeurs. Et ça, quasiment personne n'a jamais vu ça, où on voit Jean-Michel Deluc déguster 250 vins, dire allez, où est-ce qu'on va ? À Saint-Julien. Ok, là, bonjour, on n'est pas invité. Est-ce qu'on peut quand même déguster ? Ah non, bah, monsieur, faut attendre. Et on montre vraiment le truc brut de brut, et c'est à mourir de rire. En tout cas, c'est monté. Et c'est apprécié. Et c'est vachement apprécié. En une journée, on fait plus de 20 000 vues sur un réel Instagram comme ça, et c'est quelque chose qui va faire 50 000, peut-être 100 000 vues sans aucun problème. Bon, et écoute, merci on va conclure. On est déjà à 1h04 d'enregistrement. Je sens que c'est quand même une passion, tout ça. Il y a cette dimension qui ressort dans l'échange qu'on vient d'avoir, je crois. Merci Gilles pour la qualité de ton intervention. Merci à Comexposium et le One-to-One de Monaco pour la participation et son support à cet épisode. Merci surtout à vous tous qui écoutez, toujours plus nombreux et surtout toujours plus engagés. Je vous remercie sincèrement pour les messages de soutien que vous pouvez me faire parvenir. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer et aller dans ce sens. Si vous voulez joindre Gilles Raison, je pense que vous pouvez le faire au travers de LinkedIn. Exact. C'est le meilleur des chemins. Sinon, vous pouvez toujours passer par moi via le site lesdigitaldoers.com. Je ferai le relais de votre demande auprès de Gilles. Merci encore et puis je te dis à très très bientôt. Merci Cyril.